Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui nous sommes jeudi 23 février 2023 et eh bien je vais continuer à essayer de penser cette idée d'âme qui circule dans l'humanité depuis des millénaires déjà euh, et qui est devenu dans le monde industrialisé, dans le monde matérialiste, une sorte de d'absurdité, quoi. Hein. On a l'impression que ça n'a pas de sens, qu'il n'y a pas qu'on n'est pas animé par cette par cette immatérialité à l'intérieur de nous. Et je voudrais bien essayer de démontrer le contraire, que au fond, ce qu'ils appelaient l'âme, évidemment maintenant le terme est désuet, le terme est prêt à même à confusion peut-être, mais qu'au fond, cette notion-là est quelque chose d'important dans l'humanité. Et je voudrais la remettre au goût du jour, peut-être sous une autre dénomination, essayer de trouver une autre dénomination, mais la pertinence de cette réflexion par la philosophie, euh, par la spiritualité, par toutes les spiritualités, me semble essentielle. Voilà. Alors, pour ça, je vais un petit peu m'appuyer aussi sur cet ouvrage que j'ai pris à la bibliothèque et je ne me souvenais pas que je l'avais pris en fait. Et voilà, ben c'était un geste automatique qui, tout à l'heure, je l'avais mis dans une pile d'ouvrages et en regardant cette pile, j'ai dit tiens, et l'âme du monde de Platon aux Stoïciens par Joseph Moreau. Alors je vais m'appuyer là-dessus et puis un petit peu sur ce que disent les Internet aussi sur l'âme. L'âme, on lit ça par exemple sur Wikipédia, ça vient du latin anima, souffle, respiration. Donc, alors, pour moi, cette âme, donc, d'abord, on va resituer un petit peu cette réflexion. Elle, elle, elle décline de, euh, de la réflexion que j'ai posée sur Internet, sur le site mécaniqueuniverselle.net, et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est entre autres l'extase. Et vraiment l'extase telle que la mystique en parle, l'extase dans son expérience subliminale, on va dire, qui est vraiment distincte de l'expérience de l'état de conscience classique qu'on a dans la vie ordinaire. Quand, voilà, l'état d'extase, c'est un état psychique et physique particulièrement, radicalement différent de l'état ordinaire, même si physiquement à l'œil, si quelqu'un est en état d'extase et que on le voit, on ne peut pas distinguer réellement. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas, voilà, il y a pas quelque chose d'extravagant, on va dire. C'est vraiment un ressenti intime, c'est une jubilation absolue, c'est un état d'amour absolu. Voilà. Et donc, pour moi, selon moi, l'état d'extase, il est en lien
en fait, il incarne l'essence de la création. Ce qui a mis en œuvre cet univers, ce principe créateur, cette chose dont on ignore tout, qui a mis en œuvre cet univers et qui est en même temps à l'intérieur de cet univers, qui est, on pourrait dire justement, l'âme de cet univers. Et c'est pas pour rien que que les premiers philosophes, Platon, et puis même avant, les présocratiques, et puis après, Aristote, etc., ont parlé de l'âme du monde. L'âme du monde, c'est ce qui a mis en œuvre cet univers. Cet univers, on peut bien sûr imaginer que voilà, il est apparu sans moteur en somme, mais ça paraît aberrant, puisque il faut qu'il y ait une intelligence qui organise avec quelques lois, avec quelque chose d'incroyable, qui l'organise, le fait que les atomes puissent se comporter ainsi, etc. Il y a quelques lois seulement. La gravitation, la force forte, force faible, etc. Et peut-être qu'il se résume à une seule loi, et peut-être qu'on ne sait pas encore. La physique, elle est en train de chercher justement à décortiquer la matière pour essayer de comprendre ce qui se passe. Comment cette matière est là, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Et donc, ça paraît insensé de penser qu'il n'y a pas une intelligence derrière cette création, qu'il n'y a pas quelque chose qui a une intention, voilà, une puissance qui a mis en œuvre cette chose et qui est à l'intérieur, qui n'a pas mis en œuvre quelque chose d'extérieur à lui-même, qui est en même temps à l'intérieur de lui-même. Voilà. Alors, et ce qui maintient cet univers en œuvre, ce qui constitue l'essence sublimissime de cet univers, les particules élémentaires qui constituent tout cet univers-là, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on pense, eh bien, c'est ça l'âme du monde. Voilà. Et donc, en état d'extase, dans l'état d'extase, on est en fusion avec cette âme-là. C'est pourquoi on est en amour absolu avec l'ensemble des choses, en face de tout, quoi. Tout nous fait jubiler dans cet état-là. L'arbre, un arbre, un bout de feuille, un bout de l'air qui rentre dans nos poumons, etc. Et qui constitue... Et alors, sur la mécanique universelle, donc la mécanique universelle, elle a été créée il y a 23 ans maintenant, en l'an 2000. Et j'ai écrit à cette époque-là qu'en fait, la vie est issue de la non-vie, vient de la non-vie. Donc c'est déjà, il y a quelque chose là que les chercheurs cherchent à comprendre, comment la vie a pu apparaître à partir de la non-vie, comment ils essaient de reconstituer, de reproduire cette créativité. Pour l'instant, sans résultat. Mais c'est une question fondamentale. Et en fait, le plus important dans cet univers, c'est bien la non-vie, c'est bien justement ces atomes-là, ce principe de base qui constitue cet univers. C'est lui qui donne la vie et qui la retire. Parce que nous ne vivons qu'avec ces principes de non-vie. C'est à travers les molécules que nous avalons pour manger,
pour boire, c'est en fait c'est de la non-vie qui nous fait vivre. Si on arrête de boire, si on arrête de manger, on meurt. Si on n'a pas cet air qui rentre dans nos poumons, etc., si on n'est pas... Donc, s'il n'y a pas cette non-vie, sans la non-vie, il n'y a pas de vie. Et c'est la non-vie qui décide de... C'est les cellules qui décident de l'arrêt de la vie en réalité. Donc, ce qu'il y a d'essentiel pour l'homme, ce qui est le plus essentiel pour l'homme, c'est encore, justement, c'est ce principe de non-vie. C'est cette base de non-vie. Donc, c'est bien ce principe à l'origine qui constitue toute la matière, qui est fondamental, en somme. Voilà. Donc, bon, je me suis éloigné, mais allons-y. Alors, je vais lire. On rencontre, dans le chapitre 1er de cet ouvrage-là, on rencontre chez les présocratiques des traces de la notion d'une âme du monde. Néanmoins, quelques significations qu'il faille attacher à ces fragments, c'est chez Platon, notamment dans le Timée, qu'on trouve l'exposé le plus explicite de cette conception. Alors, les présocratiques déjà avaient pensé cette âme du monde. Mais évidemment, quand on est un penseur, en somme, quand on est un chercheur de la vie, un chercheur de l'humanité, on est confronté à ça, obligatoirement. Qu'est-ce qui anime ce monde? Pourquoi ce monde est-il animé? Pourquoi il évolue? Donc, je continue. Et c'est de ce dialogue célèbre, donc du Timée, si abondamment commenté dans l'Antiquité, qu'elle s'est transmise à la pensée hellénistique et médiévale. C'est donc l'exposition du Timée qui nous servira de point de départ. Le récit du Timée a pour objet de fournir une explication vraisemblable de la genèse de l'univers. Donc, toutes ces questions sont là, mais c'est légitime. C'était juste des gens constitués pour chercher. Comme maintenant, ils existent, voilà, il y a des gens qui naissent et qui ne peuvent pas faire autrement que chercher à comprendre cet univers. Donc, ils vont se retrouver au CNRS ou en philosophie ou à la fac ou ou comme moi en tant qu'autodidacte. Voilà, il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas ne pas chercher. Je ne peux pas ne pas y consacrer mon existence. C'est fou, parce qu'en définitive, j'aurai les moyens de me mettre au bord d'un port africain, ou voilà, d'avoir une petite cahute dans un petit truc, de vivre avec 500 € par mois et sans me poser aucune question, juste en profitant du soleil, de la mer, voilà. Et en fait, il y a quelque chose m'interdit ça. Quelque chose m'interdit ces accès à l'intérieur de moi. Hein. C'est pas quelque chose dont je suis obligé, mais qui m'interdit l'accès à la vie ordinaire, au plaisir ordinaire, pour consacrer cette existence à cette réflexion. Voilà. Et donc, c'était les mêmes. Les Pythagore, les Démocrite, etc., c'était les mêmes. Ils étaient posés devant une interrogation. Ils ne pouvaient pas faire autrement que chercher à dénouer le problème. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, mais d'abord, l'univers est-il soumis à la Genèse ou a-t-il une existence éternelle? Voilà la question qu'il se pose. Était-il toujours? N'a-t-il aucun principe de devenir? Ou bien est-il né? Tire-t-il son origine de quelque principe? Donc d'un principe créateur, ce que je pense, mais
qui est en même temps dans la création. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de distinction. C'est pour ça que l'idée que Dieu serait extérieur à sa création, à sa créature, me semble impossible. Qu'il n'ait pas d'action, que je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est une chose, mais qu'il soit extérieur, ça ne serait pas possible. C'est pas possible. Il est obligé d'être à l'intérieur de la création qu'il a eue. Donc, les termes employés par Platon sont volontairement équivoques, qu'on ne s'y trompe pas. Cependant, il ne s'agit pas de savoir si l'univers a eu ou non un commencement dans le temps. Nous apprendrons plus tard, au 38b de ce récit de Timée, et nous verrons en quel sens il faut l'entendre, que le temps est pour ainsi dire contemporain de l'univers. Et c'est ce que la science nous dit aujourd'hui. Le temps est né avec l'univers. Avant l'univers, il n'y a pas de temps. Donc, il y a quelque chose qui est hors du temps dans le principe créateur. Dans cette... Et c'est là où... C'est ce qu'on cherche à travers l'atome. C'est pour ça qu'on arrive à dire qu'il y a ces particules élémentaires, ces bosons divins, là, qui peuvent communiquer à des centaines de millions d'années-lumière de distance. Une particule élémentaire peut influer une autre à cette dimension. Donc le temps, l'espace, tout ça, c'est aboli à ce niveau-là. Et donc il y a autre chose que le temps et l'espace. Et donc on est au début de nos recherches, pas profondes, hein, je veux dire, parce que ces recherches-là, ce sont les mêmes. Les physiciens actuels, ils sont identiques à Pythagore, à Platon, etc. Ce sont les mêmes. Ils ont les mêmes caractéristiques psychiques, les mêmes capacités, etc. Donc la recherche en elle-même, elle est là. Mais on avance dans le cœur de la matière. On évolue, on progresse vers le centre des choses. Et on parviendra évidemment à les découvrir. Et quand on les aura découverts, ça va prendre encore quelques siècles, mais il faudra encore quelques siècles d'évolution pour que l'humanité atteigne son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, c'est la fraternité, c'est l'amour absolu entre les êtres humains. C'est la création du paradis sur cette planète. Et tout ça, on commence à le faire. On commence à le faire un peu plus consciemment. On commence à comprendre qu'on ne peut plus construire comme on construisait cette humanité en dépit du bon sens, en polluant, en massacrant la nature, en massacrant les autres animaux, en étant des tortionnaires avec l'élevage intensif, en étant... Tout ça, voilà. On sait qu'on est arrivé au seuil de ce processus absurde qui s'est complètement accéléré avec les 40 dernières années, on va dire. On est rentré dans une phase absurde d'évolution. Hein. Bon, mais il fallait, pour se rendre compte qu'on fait fausse route, eh bien souvent, il faut aller au bout d'un processus. Et c'est le cas, par exemple, à travers l'alcool ou la drogue. Eh ben, tant qu'on est... voilà, on sait qu'on ne se fait pas du bien, on sait qu'on est... mais tant qu'on rencontre pas un accident, tant qu'on ne va pas au bout de quelque chose qui nous arrête, qui vraiment nous... Eh ben, on l'a entendu, tu bois trop, tu ne devrais pas boire, c'est pas bon pour toi, tu ne devrais pas fumer, ça te fait du mal, etc., etc. Tout ça, on l'entend. Mais il faut qu'il y ait cet accident pour arriver. Et là, on est arrivé devant l'accident, le réchauffement climatique, etc. Et on va continuer
encore, il va falloir encore aller vers l'accident avec la guerre, par exemple. Pour sortir définitivement de la guerre, il va falloir aller au pire, jusqu'au bout de ce... Parce qu'on est dans ce mécanisme toxicomanique, en fait. L'humanité, surtout l'humanité qui est hors de la sagesse, hein, c'est-à-dire le monde contemporain, le monde matérialiste, le monde actuel, le monde occidental, en somme. Il est hors de la sagesse, il s'est déconnecté de la sagesse parce que c'était pas dans cette la réflexion était chez les aborigènes, dans les peuplades aborigènes en Afrique ou ailleurs, il y avait une sorte d'équilibre, une réflexion sur le monde environnement et sur un respect des choses autour. Ça n'empêche pas qu'il y avait des erreurs aussi, etc., qu'il y avait des choses contestables, mais il y avait une vraie compréhension du monde dans lequel on était. Mais il fallait sortir de ça pour faire évoluer l'humanité, pour techniquement la faire évoluer, pour qu'on puisse se fédérer entièrement. Donc il fallait qu'on rentre dans ce cycle impérialiste, ce cycle, etc. Tout ça, c'était une nécessité. Mais voilà, il fallait que ce cycle-là, le cycle occidental, aille au bout de son, de son obscénité, on va dire, comme on le voit là, pour que on finisse par dire bon, c'est bon, il faut faire machine arrière, il faut arrêter, ce mécanisme-là ne peut plus fonctionner. Et peut-être que l'Occident, les toxicomanes occidentaux vont encore avancer dans la surdité. Peut-être ça va pas leur servir complètement de leçon, comme d'habitude, avec le principe de voilà l'alcoolique qui va avoir un accident et puis il va dire j'arrête, plus jamais ça, et puis quand il se remet un peu, quand tout va bien, il recommence, il oublie tout, il repart, et il faut qu'il fasse plusieurs tentatives pour arriver à la définitive. Peut-être que l'humanité, nous devrons encore avancer dans ces choses-là, voilà, il va falloir encore... On sait que là, on est devant un grand danger avec la guerre, qu'elle est absurde, qu'elle est inutile, qu'on doit maintenant passer dans le partage des leaderships, qu'on doit fraterniser avec, que l'Occident doit, que le meilleur choix pour l'Occident, pour lui-même en fait, pour nous-mêmes, pour l'Occident, le meilleur choix c'est de sortir de l'impérialisme et de partager le pouvoir avec les pays émergents, avec l'Afrique, avec l'ASEAN, avec avec les BRICS, avec voilà, on doit passer à ce niveau-là. On doit revenir, on doit hisser l'ONU en haut, au-dessus de toutes les nations. Il doit devenir le vrai père de toutes les nations, un père bienveillant, etc. On sait au fond, je pense, cela. Bon, simplement, ces décideurs, ils sont dans la machine. Ils sont, ils sont dans le move. Ils n'ont pas le temps de penser. Moi, c'est facile pour moi. J'ai aucune contrainte. J'ai pas de, voilà, je suis complètement retiré du monde. Je peux effectivement penser tranquillement, sans pression, sans rien du tout. Mais il faut se mettre aussi à la place de ces dirigeants-là qui sont inclus dans un système. Le système dominant, c'est un système total qui évolue comme ça. Et donc, on ne peut pas, même une prise de conscience minime à un point de ce groupe, ça ne va pas influencer tout le groupe. Il faut que l'ensemble du groupe commence à prendre, à s'élever spirituellement, psychiquement, etc., pour atteindre un niveau de conscience supérieur. Voilà.
Bon, et ben, comme d'habitude, je commence à parler de l'âme et je finis après 25 minutes. C'est hallucinant. Je n'arrive pas à être circonspect et c'est pas beau, quoi. Je suis pas content de moi, là. J'aimerais bien pouvoir résumer tout ça, mais bon, euh, voilà, écoutez, hein, c'est comme ça, il faut que jeunesse se passe. Allez, à bientôt. Merci de votre écoute. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces, etc. Tout ça, c'est drôlement favorable à la diffusion de ces pensées. Si vous les pensez diffusibles, si vous les pensez intéressantes pour vos frères humains, eh ben, faites comme ça, si vous voulez. Au revoir.